Il est 19 h. Au sud-est de Lyon, aux urgences du Vinatier, le plus gros hôpital psychiatrique de France, la salle d'attente est particulièrement pleine. Le dossier n'est pas prêt? Jérôme presse le pas. C'est parti pour une garde de 12 heures. À 25 ans, ce jeune infirmier travaille dans ce service spécialisé depuis 2 ans. Et il a des petites manies qui ont leur importance. Chausser vos baskets. Ouais, parce que ici, les chaussures de ce type, c'est pas très pratique. Ça nous arrive d'avoir des moments où on court un petit peu et où on risque de perdre une chaussure, et quand il y a une altercation, c'est pas terrible. Dans ces urgences, 5000 malades consultent chaque année en état de crise et certains peuvent être violents. Alors Jérôme doit constamment être sur le qui-vive. Joli type de nuit. La plupart sont atteints de maladies mentales graves, comme la schizophrénie ou la bipolarité. À l'accueil, une femme attire d'ailleurs l'attention de Jérôme. Elle vient d'être amenée par les pompiers à la demande d'un ami qui trouvait son comportement bizarre. Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas moi. Vous verrez. Ok, je note et quand je raccroche, Je vous passe le téléphone. Avec François Xavier, un jeune interne de 27 ans, l'infirmier se prépare à intervenir. Car ce n'est pas la première fois qu'elle vient à l'hôpital et elle est imprévisible. A priori, elle était venue à peu près dans le même état, il y a 10 mois environ. C'est probablement un trouble de l'ordre de la psychose. Ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive, maintenant qu'on appelle trouble bipolaire. Et probablement chez elle avait quand même des choses qui sont aussi de l'ordre plutôt du délire. Sans attendre, Jérôme et François Xavier décident de la prendre en entretien. On va recevoir avec mon collègue infirmier. Bonsoir, je suis Jérôme. Vous venez avec nous? Oui, bien sûr, je sais très bien ce que c'est. À cause de sa maladie, Brigitte, la patiente de 54 ans, alterne des périodes d'hyperactivité et de dépression. Je vous en prie. Aujourd'hui, elle est dans un état maniaque, alors les 2 hommes restent sur leur garde. Je ne mourrai pas dans un coffre. Mais c'est pas le cas. Allez-y, on y va. Je ne mourrai pas Suivez-moi. dans un coffre. Pour Jérôme et François Xavier, l'objectif de cet entretien est de comprendre l'origine de cette nouvelle crise. D'accord, mon pote? Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous, madame. S'il vous plaît. Vous êtes que des bébés. S'il vous plaît. Brigitte est en plein délire et l'échange s'annonce difficile. Malgré les risques, Jérôme et François Xavier gardent la tête froide. Comment ça se fait que vous êtes en colère comme ça, madame? Un bébé ne sait rien faire. Est-ce que vous connaissez de moi? Vous ne l'aurez plus. Moi, je ne vous connais pas. Mon cul, tu le connais. D'accord? On va essayer de se calmer, madame? Derrière cette agressivité, beaucoup de souffrance. Alors pour calmer leur patiente, sans utiliser la force, les 2 hommes veulent tenter une ruse. Jérôme décide de détourner la conversation. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez une demande par... Rentrer chez moi. Vous voulez rentrer chez vous ce soir? D'accord. Je veux rentrer chez moi. Alors, Là où vous m'avez trouvé. d'accord. Mais c'est pour ça qu'en fait on vous parle, c'était pour savoir pourquoi vous étiez ici et vous voulez pas nous... Je sais très bien pourquoi. Oui, mais nous on le sait pas. Il va falloir nous expliquer. Parce que j'ai une solution qui intéresse les PD. Alors, on va reprendre sur le même Qui sujet. font des femmes des putes. Et moi, tu vois mon cul, tu l'as jamais vu. Rien n'y fait. Jérôme et François Xavier mettent un terme à l'entretien. Vous êtes tous Je vous en passés prie, mettez par votre manteau, madame. Cette fois, les 2 hommes n'ont pas d'autre choix. Ils vont devoir hospitaliser Brigitte sans son accord et pour cela, ils doivent lui faire boire un puissant tranquillisant. Voilà ce que je fais des hommes. Pour éviter tout débordement, les 2 soignants ont fait appel aux agents de sécurité de l'hôpital. C'est la procédure. Vous verrez vos conneries, vos saloperies. Vous verrez tout. Mais ils vont avoir de la chance. Garantie. Parole. De... Ancienne pute du harem. Fabriquée. Ok.
Contre toute attente, leur patiente avale son médicament sans créer de désordre. On vous laisse vous reposer, madame. Enculez-vous entre vous. On sait qui on enterre, qui on brûle. Et toi, on va te brûler. Pour l'équipe soignante, c'est une petite victoire. Bah, elle s'est mise au lit. Oui. En fait, elle est bien coopérante, finalement. Ouais. Trop bien. La patiente va passer la nuit ici et elle sera transférée le lendemain matin dans un autre hôpital psychiatrique. Après cette intervention mouvementée, Jérôme s'accorde une courte pause car il sait qu'il n'est pas au bout de ses peines. Je pense qu'on va pas s'arrêter. Je pense qu'on va encore travailler bien 6 heures non-stop en courant. Si en plus, compte tenu est vraiment difficile, très agité, on ressort d'ici, on a la tête comme ça. Mais on le veut bien. Dans la salle d'attente des urgences, d'autres patients arrivent. Pour le personnel soignant, la nuit s'annonce chargée. En France, 12 millions de personnes souffrent de troubles psychiatriques. Un chiffre impressionnant qui prend en compte la schizophrénie, les dépressions, mais aussi les burn-out et les crises suicidaires. Quand ces pathologies se déclarent, les urgences sont le premier recours. Aïe, mes doigts, Écoute-moi. regardez. Pour comprendre comment sont pris en charge ces malades mentaux en crise, nous avons suivi pendant 2 mois le quotidien des infirmiers et des médecins à Lyon dans les services d'urgence de 2 hôpitaux. Au Vinatier, le plus gros établissement psychiatrique de France, où l'on gère les maladies mentales les plus graves. Mais aussi à l'hôpital Édouard Herriot, au cœur des urgences générales. Ici, la plupart des patients consultent pour des crises psychosociales, Madame, serrez-moi la main. des burn-out, des addictions ou des tentatives de suicide. Ah, personne n'a dit que vous étiez folle. Par contre, on peut peut-être dire que vous êtes très triste. Avec la crise, ces troubles psychiques n'épargnent plus personne et le nombre de consultations explose, plus de 60% en 10 ans. Alors aujourd'hui, le personnel soignant doit composer avec le manque de lits et les pressions budgétaires. Là, j'ai trop de monde. C'est pas possible. Au Vinatier, Jérôme doit tous les jours faire preuve d'ingéniosité pour accueillir des patients dans des conditions souvent inadaptées. Là, c'est fait n'importe comment, réellement, c'est ce que je pense. À l'hôpital Édouard Herriot, malgré son expérience, Lionel doit s'armer de patience face à des patients aux histoires de vie dramatiques. Pourtant, j'en ai entendu des histoires, mais je pensais que... Pas tout entendu encore. La nuit, Juliette est confrontée à la précarité et à des malades mentaux parfois en rupture de soins. Elle est souvent désarmée face à eux. En tout cas, on fait tous comme on peut avec les moyens qu'on a. Qui sont ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à soigner ces malades psychiatriques? Quelles sont leurs méthodes pour gérer les crises? Et comment font-ils pour pallier le manque de moyens? À Lyon, l'hôpital Édouard Herriot est le plus grand centre hospitalier de la région. 4000 professionnels y travaillent quotidiennement. Vas-y, entrez. C'est au cœur des urgences générales, dans ce petit bureau qu'est installée l'unité psychiatrique. 9 médecins et 7 infirmiers s'y relèvent 24 heures sur 24. Parmi eux, il y en a une qui ne passe pas inaperçue, Juliette. À 28 ans, elle est infirmière et ici on la repère de loin, grâce à son style vestimentaire. La blouse rose, j'aurais jamais imaginé, mais en fait, elle a plein d'intérêts. Déjà, les patients, je suis la seule, il y avait une collègue, mais je suis la seule à être en vrai rose bonbon, donc ça marche bien pour mes collègues et pour moi de dire c'est l'infirmière en rose. Et en plus, c'est... je sais pas si c'est mon arme contre la violence des patients, mais c'est mieux que noir, quoi. Je me dis qu'on me fait moins de mal. Je sais pas. Qu'on a moins... Je trouve que c'est con d'agresser une infirmière en rose. Je trouve que ça vaut pas le coup. En fait, c'est ça. Pour Juliette, comme pour tous ses collègues, la sécurité est une préoccupation constante.
Chaque fois qu'un nouveau malade entre dans ces couloirs, l'infirmière a conscience que le pire peut arriver. Vous venez? On y va, à pied. Ce soir, son premier patient s'appelle Benjamin. C'est un jeune homme de 27 ans, schizophrène. Allez-y, asseyez-vous, je vais juste sortir ça. Hop. Sous traitement depuis plusieurs années, il est en rechute et entend des voix. C'est sa mère et son grand frère qui l'ont conduit aux urgences, car ils ont eu très peur. Allez-y, rentrez dans le bureau. Depuis plusieurs jours, Benjamin est agressif et ses proches n'arrivent plus à le contrôler. Heureusement, il y avait son frère qui le maintenait. Il ne l'aurait pas maintenu, je me dis, il serait parti. Et dans la rue, c'est involontaire tous ces gestes. Il aurait pu peut-être faire du mal. Jusqu'à présent, il s'est fait du mal à lui-même sans savoir qu'il se faisait du mal à lui-même. Parce qu'il voulait mettre fin à sa vie plusieurs fois. Et oui, je me suis dit peut-être qu'involontairement, il peut faire mal à quelqu'un. La crainte de la mère de famille, ce sont les voix et les idées noires qui tournent en boucle dans la tête de son fils. Allez, venez, monsieur. Benjamin parle d'un viol dont il aurait été victime à l'âge de 6 ans. Difficile de savoir si c'est vrai ou faux, mais ce cauchemar l'obsède. Juliette et Romain, le psychiatre, veulent comprendre et savoir ce qui l'a poussé à arrêter son traitement. Car jusque-là, il travaillait comme livreur et menait une vie normale. Qu'est-ce qui se passe alors? En ce moment, ça va très bien, sauf qu'il y a quelqu'un qui a réveillé un truc dans ma conscience. Alors, ça a commencé, j'avais 6 ans. Il m'a mis devant un film. Il m'a dit que c'était soi-disant un film de motocross. C'était un film X, interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Il m'a fait sucer sa quéquette. J'avais 6 ans. En plein délire, le jeune homme est comme possédé. Il se prend même pour son père décédé il y a quelques mois. Les deux urgentistes ont du mal à s'y retrouver. Il y a un fils de pute qui a fait sucer mon fils devant un film de cul alors qu'il m'a dit que c'était un film de motocross et en plus il est même venu le chercher chez moi. Est-ce que vous avez un enfant, c'est ça? Non. C'est mon père qui me dit de dire ça. Et ça fait très mal sur le cœur. Mais là, vous l'entendez parler, votre père? C'est une personne qui me parle dans ma tête. Et la voix qui vous parle dans la tête, vous la connaissez ou pas? C'est la voix de quelqu'un que vous connaissez ou pas? C'est une personne que j'ai croisée. Et j'ai eu très peur de lui quand je l'ai vu. D'accord, et depuis, il y a sa voix qui vous parle dans la tête. C'est ça, tout à fait. Il y a des moments où il me dit tu te tais, et il y a des moments où il me laisse parler. Et je suis pas schizophrène, je suis pas bipolaire. Votre famille pense que vous avez besoin de soins. Et là, en ce moment, vous dormez plus, vous n'arrivez plus à manger. On peut pas vous laisser comme ça dépérir et vous faire du mal non plus. Hein. Faut qu'on puisse vous aider. Cette impression d'entendre des voix est un des symptômes de la schizophrénie. Pour les soignants, aucun doute possible, il faut l'hospitaliser de toute urgence. Il commence à taper dans les meubles avec ses poings, il reste reclus, il entend énormément de voix, il entend la voix de son père, de temps en temps il se prend pour son père ou il répète ce qui lui est arrivé en boucle, qui est très probablement une production délirante et pas quelque chose qui soit arrivé à la base. Donc ça fait beaucoup comme d'éléments qui font que la maladie se décompense. Ça va, vous êtes bien installé? Contre son gré, le jeune homme va être interné dans un établissement situé à quelques kilomètres. Il y restera plusieurs semaines. Dans le bureau d'à côté, sa mère doit donner son accord par écrit, à contre-cœur. Mais c'est la seule solution pour sauver son fils. C'est vrai que c'est toujours avec une... bah voilà quoi, c'est prenant, c'est dur, c'est difficile, mais il faut le faire. Je me souviens qu'il me disait, maman, enlève-moi ça de ma tête. Et moi j'étais là, je lui disais, mais mon bon, je te... Et c'est ça, cette impuissance face à ça, et que son fils vous réclame de l'aider, et que oui, on veut l'aider, mais voilà. Bah là, en cautionnant aussi l'hospitalisation, vous l'aidez, hein. Ah mais je sais qu'il va m'en vouloir, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. C'est un temps. Je me dis, voilà, même si pendant
Même si pendant des années, il veut plus me voir, c'est pas grave. Face au chagrin des proches de Benjamin, difficile de rester insensible, mais comme tous ses collègues, Juliette a appris à prendre du recul. C'est dur parce que c'est des moments horribles pour ces familles à qui on dit là ce soir il est plus capable de prendre de décision, c'est des médecins qui prennent la décision et en plus on vous demande de dire oui à quelque chose qu'ils comprennent pas forcément, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Après je vais dire quelque chose d'horrible mais ça dure de 19h à 7h. Et à 7h du matin, le travail est fini et du coup, je ramène pas tout ça à la maison parce que sinon, ça ferait pas plusieurs années que je fais ce travail. Enfin, j'aurais pas tenu. Rares sont les infirmiers qui dédient leur carrière aux urgences psychiatriques. En moyenne, ils n'y passent que 2 ans. Car dans ce service, pas comme les autres, ils doivent aussi faire face à la violence de certains patients. À 1 kilomètre de là, au Vinatier, le plus gros hôpital psychiatrique de France, la sécurité du personnel soignant est un enjeu majeur. Étalé sur 72 000 m², l'établissement accueille chaque année 26 000 malades, généralement les cas les plus graves. Alors les mesures de sécurité y sont draconiennes. On arrive. Vous avez pas vu les infirmières, madame? Vous avez pas vu les infirmières? Mes collègues arrivent, d'accord? Ils arrivent d'ici 5 minutes. Aux urgences, Jérôme l'infirmier a à sa disposition une palette d'outils. Dans toute l'unité, les portes sont fermées grâce à des clés électroniques personnalisées. Et en cas de perte ou de vol, elles sont inutilisables. Dans les chambres, les lits et les meubles sont scellés. Et dans les bureaux, en cas d'incident, un bouton permet de déclencher une alarme pour appeler du renfort. L'infirmier a aussi sur lui en permanence un téléphone un peu spécial. Pour les agitations, etc., on peut, immédiatement, on va avoir droit à une espèce de sonnerie qui va appeler tout le monde. Alors ça, c'est une fausse alerte, donc j'ai vite coupé. C'est un téléphone qui est fait pour, il est fait pour ça. On a des patients qui sont vraiment complètement en crise, on parle vraiment de crise. On sait la gérer. 99%. Puis ce 1%, c'est ça. En 2 ans d'exercice, Jérôme n'a utilisé le système d'alarme qu'une seule fois. Mais il est toujours sur ses gardes. Ce soir, l'infirmier va d'ailleurs de nouveau faire face à une situation difficile. Il est un peu plus de 20h quand une nouvelle patiente franchit les portes de l'établissement, accompagnée des pompiers. Ça va ramasser, mais pas tout de suite. Vas-y, Madame, venez. Je me présente. Bougez. Je me présente, je suis Gérard. Non, arrêtez, stop. Stop, devant la caméra avant. Bougez. Écoute. Il y a les chics qui débarquent là. Vas-y, bouge. Madame, écoute. Aïe, mes doigts, bouge, dégage. Écoute-moi. Non, regardez là. Je vais juste vous accompagner en Regardez là, chambre. mes doigts. Pour Jérôme et ses collègues, c'est une situation assez inédite et extrêmement délicate, car leur nouvelle patiente est enceinte de 7 mois et elle est très agitée. Pensez à votre bébé. Pense à ton bébé. Pensez à votre bébé et à votre fille. Madame, on a appelé des personnes pour nous aider à vous accompagner en chambre. D'accord? Allez, venez avec moi. Respirez tranquillement. Viens. Respirez tranquillement. Regardez, comme tout à l'heure. Elle s'appelle Jennifer. Elle est bipolaire. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient au Vinatier. À chaque grossesse, elle fait une crise. Cette fois, elle attend son 2e bébé, un petit garçon. On était sortis. Vous faites le bâtard, c'est pas normal, j'avais confiance. Dans cet état d'agitation, pas d'hésitation. Pour protéger la jeune femme et son bébé, Jérôme et ses collègues doivent la contenir dans une chambre d'isolement. C'est un acte médical qui consiste à attacher ses bras et ses jambes avec des sangles accrochées au lit. On va vous laisser vous apaiser un petit peu, madame. On va revenir, madame. La méthode peut paraître brutale, mais elle permet généralement aux patients de se recentrer. Ils n'ont pas pu la mettre en tige. Je vais donner un traitement en phrase. Il faut vraiment comprendre que quand on est totalement désorganisé, y compris au niveau du corps, le fait de
plus pouvoir, de faire moins de mouvements. Ça permet aussi de se stabiliser finalement corporellement. Ça entraîne aussi une stabilisation un petit peu psychique. L'équipe soignante est maintenant face à un autre dilemme. Pour apaiser totalement la jeune femme, il lui faut un traitement. Mais elle est enceinte et les médicaments peuvent être risqués pour son bébé. Je pense que ça peut passer. Oui, ça peut passer, je pense. Je pense que ça peut passer. Donc Seresta, un demi Seresta 50. Ce sera une petite dose d'anxiolytique, à peine un quart de ce que Jérôme donnerait à un patient normal. On peut pas lui donner grand-chose du fait qu'elle soit enceinte, donc on va essayer de lui donner ça. Avec de la chance, elle le prend, sinon c'est la galère. Et avec de la chance, il fonctionne bien. Donc on va pas dans des doses qui peuvent être plus délicates. On va espérer qu'elle le prend. Jérôme est inquiet, car si elle refuse, il devra lui injecter le médicament par la force. N'insiste pas, si c'est compliqué. Les Arabes, Alors, les Italiens. madame, C'est le comprimé. c'est du Seresta. C'est la vérité. Regarde. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance, s'il vous plaît. Ils m'ont enculé à la demi déjà. Là, Seresta, celui-là vous avez l'habitude, un demi Seresta 50. D'accord? J'ai pas confiance. C'est pour vous. Là, vous êtes attaché, c'est pas cool, d'accord? Ouais, c'est aujourd'hui. Ce qu'il vous faut, c'est essayer de vous détendre. D'accord? Tenez. Non. C'est gagné. Le tact et la patience de Jérôme ont payé. Et donc là, on est fiers de nous. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé une patiente qui était en pleine agitation et que là, elle est détachée, elle a pris son traitement, elle est calme et elle a confiance en nous. Donc là, on a tout gagné. Jérôme peut enfin souffler. Il ne le sait pas encore, mais il est loin d'en avoir fini avec la jeune femme et son bébé. Donc là, À l'autre bout de la ville, un homme est lui toujours rongé par l'angoisse. C'est Yannick, le compagnon de Jennifer. En son absence, il s'occupe seul de leur fille de 2 ans. C'est lui qui a donné l'alerte, paniqué, en voyant sa femme dans un état d'extrême agitation. Il y avait beaucoup de stress en elle, quoi, en fait. Et puis, ça a démarré comme ça. Puis après, tout d'un coup, elle est sortie dehors et puis elle a crié au secours, aidez-nous. Faites sortir tout le monde du bâtiment. J'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont venus en 10-15 minutes. Ils sont arrivés ici. Elle disait qu'elle voulait faire sortir tout le monde, que tout le monde était en danger. Donc, le monsieur lui a dit que non. Elle disait que le chat aussi, qu'il était en danger et qu'il allait mourir, je sais pas quoi. Yannick est en couple avec Jennifer depuis 9 ans. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, avant sa première grossesse et sa première crise, rien ne l'avait alerté. Cette seconde séparation est un nouveau cauchemar. Et pour des raisons médicales, Jennifer n'a pas accès au téléphone. Alors il doit se contenter des observations des équipes soignantes. Elle est assez persécutée, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, elle a cette espèce d'impression qu'on lui veut du mal. Il y a pas mal d'agitation. Voilà, donc actuellement, là, elle est dans une chambre fermée pour que ça puisse lui permettre de se poser un petit peu, justement, parce que là, il y a besoin qu'elle se repose. Elle a quand même assez peu dormi l'année dernière. Oui, mais c'est un peu normal, monsieur. Le fait de l'enfermer dans une pièce, toute seule, je ne pense pas que c'est ça qui va arranger les choses, en la connaissant, parce que c'est une femme qui a horreur d'être enfermée, monsieur. Oui, bien sûr. L'idée aussi, c'est que souvent, les patients, quand les patients arrivent et sont fortement agités, au moins pendant 2 ou 3 jours, on essaye de réduire un peu les stimulations extérieures, dont le téléphone. Mais l'idée, c'est pas de la priver de contact avec sa famille. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci de même. Au revoir. Au revoir. On sent de la colère. Un petit peu normal, hein, quand on n'a pas de nouvelles de la mère et que c'est toujours eux qui parlent à sa place. Moi, rien me dit qu'elle va bien, quoi. Voilà, et qu'elle stresse pas là-bas, quoi. Je suis inquiet, oui, pour sa grossesse, oui. J'ai toujours peur si on sait jamais si les cachets, c'est pas très bon par rapport à la grossesse, donc oui, un peu, oui, quand même. Ce que Yannick ignore, c'est qu'au même moment à l'hôpital, un médecin généraliste vient justement d'être appelé en urgence pour examiner sa femme et surtout son bébé. Car Jennifer a une terrible angoisse.
Il paraît que vous êtes inquiète là, parce que vous sentez pas le bébé bouger, c'est ça? Bah ouais, je touche, mais ça bouge pas. Ouais, Vous essayez d'écouter, de voir comment ça va? Oui, c'est Attendez, attendez, juste avant de remettre les bottes, allongez-vous, ce sera plus simple pour moi. Il n'y a pas de saignement? Non. D'accord, vous n'avez pas de douleur? Non. La crainte du médecin, ce sont les anxiolytiques qui ont été donnés à la jeune femme. À forte dose, ils peuvent être nocifs pour son bébé. D'accord. On y va? Sans attendre, le docteur décide d'effectuer une échographie. Même en crise, Jennifer a conscience de la gravité de la situation. Un instinct maternel qui lui fait penser au pire. J'espère que mon bébé va bien, parce que moi, depuis hier, j'ai gueulé pour la cellule, là. J'espère que mon bébé n'est pas mort à cause de hier. Puis hier, je gueule, j'entends pas mon bébé et il y a besoin qu'il bouge. Allez. Le cœur, il bat, là. Ouais. Pourquoi j'entends pas le sang? Parce que j'ai pas mis Ah, ça. regardez, en tout cas, on vous montre, le cœur bat bien. Ah, merci, bon Dieu. Ça, c'est le cœur qui bat. Merci. Avec la misère que j'ai eue. Pour toute l'équipe, c'est un ouf de soulagement. Le bébé est toujours en vie, mais sous l'effet des anxiolytiques, il bouge beaucoup moins. Ouais. Oui, votre bébé, il dort aussi, hein. Vous avez eu un Je pense que c'est le traitement aussi que vous avez eu hier. Ah, mais d'habitude, il me met des gros coups de pied, il fait la fête dans mon ventre. Bah, il va bientôt refaire la fête, mais là, faut le laisser dormir pour l'instant. Ouais, j'espère. Ça passe quand même au niveau du placenta. Il y a un risque pour le bébé. Il y a des risques à la naissance, en fait, au moment de la naissance. Ils peuvent faire des dépressions respiratoires, donc c'est bien de le savoir. Mais là, à ce stade-là, il n'y a pas de risque de malformation, de choses comme ça. Pendant quelques instants, paniquée à l'idée de perdre son bébé, la mère de famille a retrouvé ses esprits. Mais la maladie va une fois de plus reprendre le dessus. Quelques minutes plus tard, dans la salle d'attente des urgences, Jennifer replonge dans la paranoïa. Ils ont fait des faux papiers, c'est pas normal. Bah, c'est des vrais papiers, mais ils ont trafiqué le laboratoire. Il y a un laboratoire là derrière. Je sais tout, moi. On me shoot, c'est pas grave, je ramasse. Mais je colle du tout. Mais moi, je suis à jeune. Hein. Tous les jours, je suis à jeune. Moi, je fais pas le pétard. Je suis droite. Hein. Et moi, j'ai tout calculé. Et avec moi, on peut pas m'enculer. J'ai un bon cerveau. Transférée à l'hôpital psychiatrique, la jeune femme a finalement accouché quelques mois plus tard d'un petit garçon en bonne santé. Elle devrait rentrer chez elle prochainement avec une obligation, suivre un traitement au long cours, probablement jusqu'à la fin de sa vie. En France, les maladies comme la schizophrénie et la bipolarité constituent 30% des consultations en psychiatrie. Le reste des demandes de soins concerne un phénomène en constante augmentation, les crises psychosociales. Dans un monde où règne la course à la performance, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte des urgences pour des burn-out, des addictions ou encore des tentatives de suicide. C'est le quotidien des soignants du service psychiatrique de l'hôpital Édouard Herriot et aucune journée n'échappe à la règle. Il faut pousser, ouais. Il est un peu plus de 17 h. Les infirmiers ont été appelés en urgence sur le parking pour porter secours à une femme d'une trentaine d'années. Là. Elle vient de tenter de se suicider. Son mari l'a retrouvée évanouie et il a sauté dans sa voiture pour l'amener à l'hôpital. On va directement sur le A. Lionel, l'infirmier de garde, décide de la conduire immédiatement en salle de réanimation, car elle est toujours inconsciente et son état est grave. Madame, serrez-moi la main. C'est une dame qui a pris beaucoup de médicaments. Avec de l'alcool. Une plaquette entière. Mais... La femme va d'abord subir un lavage d'estomac avant d'être prise en charge par un psychiatre. Pour l'infirmier, c'est une intervention presque banale. À 44 ans, il travaille dans ce service depuis 3 ans et il fait tous les jours face à des cas similaires. Aujourd'hui encore, il n'aura pas le temps de s'émouvoir. À l'accueil,
Une autre patiente l'attend. Ouais, elle vient pourquoi? Pour malaise? Oui, elle vient pour malaise. Annick vient d'être emmenée par les pompiers car elle souffre de perte de connaissance sans raison apparente. Les médecins n'ont pas trouvé d'explication et ils penchent pour un problème psychique. Ouh, c'est Lionel, l'infirmier. Ouh. Lionel veut tenter d'en savoir plus. Ça va pas. Ça me fait mal là. J'ai un point dans le dos. Et j'ai froid. Vous pensez que c'est des angoisses, vous? Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. Mais ça va pas. C'est quoi qui est le plus difficile que vous supportez le moins? Mon beau-père, il veut me foutre dehors. Parce qu'il veut pas que j'habite la maison. Ma fille, ils l'ont enlevée. Ça fait combien de temps que votre fille a été mise en famille d'accueil? Depuis que mon mari est mort. 1 an, donc. Et pourquoi ça a été décidé comme ça? Parce qu'ils, comme j'ai fait un AVC, ils ont estimé que je n'étais pas capable de m'en occuper. C'est pas festif, ce qui vous arrive? Je vous jure, ça va pas. Ah ben, ça, je peux le comprendre, oui. Je peux le comprendre. Hein? L'infirmier n'en revient pas. La vie d'Annick semble s'être effondrée comme un château de cartes. Victime d'un accident vasculaire cérébral, elle a ensuite perdu son mari et la garde de sa fille de 11 ans. Une incroyable descente aux enfers. Manifestement, elle est très angoissée, très éprouvée par la situation, voire certainement déprimée aussi. Voilà. C'est une crise psychique, voilà. Une dame qui souffre de son histoire de vie. Elle a mal à sa vie. L'histoire est difficile à croire, même pour un soignant expérimenté. Alors pour en avoir le cœur net, Lionel contacte l'infirmière libérale qui s'occupe d'Annick au quotidien. Oh la vache. Mais au téléphone, il a du mal à contenir son émotion. Oui, c'est déjà copieux là, ça me va. Merci, ça va aller. Merci bien. Au revoir. C'est une histoire de vie qui est... Je sais pas comment. Ça me laisse sans voix. Pourtant, j'en ai entendu des histoires, mais je pensais que... Pas tout entendu encore. Annick a en fait élevé la fille que son mari a eue lors d'une précédente relation. Mais à la mort de son époux, les services sociaux lui ont repris la garde. Une séparation insoutenable. Pour Lionel, c'est bien une profonde crise psychique qui la paralyse. Le problème, c'est pas des malaises. Elle manifeste son mal-être par des malaises, c'est-à-dire elle se jette par terre, voilà, en mimant un malaise. Elle mime un mal-être. Voilà. Elle n'est pas capable de le formuler, donc elle le montre. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Céline? Oh, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit que je faisais de la comédie. Non. Elle m'a dit que vous ne faisiez pas de la comédie. Il y a votre situation, votre corps, je dirais, voilà, et tout ça. Puis il y a la tête aussi. Oui, mais je suis pas folle. Ah, personne n'a dit que vous étiez folle. Par contre, on peut peut-être dire que vous êtes très triste. Annick va finalement être hospitalisée dans un service psychiatrique. Elle est toujours suivie et a beaucoup de difficultés à surmonter ses angoisses. Aujourd'hui, ces souffrances psychiques dues à des accidents de la vie ne sont pas reconnues comme des maladies, mais elles peuvent briser un individu en 1000 morceaux. Et pour les soignants, les distinguer d'une maladie mentale est parfois un véritable casse-tête. Cet après-midi encore, Lionel va avoir du fil à retordre. Les draps à la bande d'accueil, s'il vous plaît, merci. Il est un peu plus de 18 h. Tout le personnel est appelé en renfort pour un patient qui refuse de coopérer. Est-ce que vous pouvez, monsieur, est-ce que vous pouvez vous installer? Non, non, On va attendre un petit peu. Vous savez, si le protocole commençait, vous pouvez vous asseoir? Nicolas a été retrouvé par les pompiers comme paralysé devant une porte d'immeuble. Debout, le regard perdu, il la fixait depuis 2 heures. Une attitude anormale. Et face aux pompiers, il tenait des propos incohérents. Ce qu'on va faire, monsieur,
c'est qu'on va vous installer sur le brancard. Au vu de son comportement, Lionel redoute une crise schizophrénique. Alors pour éviter un débordement violent, il préfère le contenir sans attendre. Je vous explique au fur et à mesure. On va vous accompagner à côté et on va vous mettre en tenue hospitalière. Et vous verrez un médecin. D'accord? Pour l'instant, on décide pour nous. Le patient se laisse faire, mais Lionel est inquiet, car il est comme amnésique, incapable d'expliquer pourquoi il fixait cette porte. Vous voulez qu'on discute un peu? Non. Vous n'avez rien à me dire. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Du tout. Vous savez qui vous a amené à l'hôpital? Non. Les pompiers, la police, une ambulance? Les pompiers. D'accord. Et vous savez où ils vous ont trouvé? Non. Du tout. À ce stade, à part son nom et son prénom, l'équipe soignante ne sait rien de lui. Face à cette nouvelle énigme, une seule solution: contacter l'ensemble des hôpitaux lyonnais pour savoir si le jeune homme a un passif psychiatrique. T'as rien? Je sais même pas pourquoi il est là. Trouble du comportement sur la voie publique, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc j'essaie juste de glaner des infos pour savoir si quelqu'un le connaît, quoi. 5 coups de fil et une demi-heure plus tard, toujours aucune piste. Alors l'infirmier décide de retourner voir son patient avec une idée en tête: jouer la corde sensible pour le faire parler. C'est à nouveau l'infirmier. Comment vous vous sentez? Je ne sonnais pas d'infirmier. Ah, vous ne sonnez pas? Bah non, il n'y a pas de sonnette. Ah ouais. Donc c'est moi qui viens vous voir. Ouais, ok. Parce que je me préoccupe de vous. Comment vous vous sentez, là? Bien. Angoissé? Bon. À votre place? J'avais bien voulu revoir. Vous auriez bien voulu revoir? Vous avez les larmes qui montent? Un peu. Ouais. C'était votre compagne? Ouais. Ouais. C'est elle qui a mis fin à la relation? Bon, c'est nous, quoi. C'est vous? Enfin, ensemble. Ouais. En tout cas, c'est comme un accord, quoi, on va dire. Ouais. C'est plus très bien. Il y a un monsieur qui est très triste. Un monsieur qui est très triste d'avoir perdu sa copine. Enfin, un début de réponse. Mais Lionel n'est pas au bout de ses surprises. Dans le bureau d'à côté, le médecin de garde est au téléphone avec la mère de Nicolas et elle a une autre explication. Il y avait des choses là, qui vous ont inquiété là, chez votre fils récemment? Oui, de toute façon, il a toujours été un peu marginal, on va dire. Et depuis quelque temps, il s'est mis à boire, donc il y a l'alcool. Et en plus, il doit être sous médicaments. Il a dû prendre la codéine parce que la semaine dernière, il est tombé dans la rue, il a été ramené par les pompiers et il est parti aux urgences à la clinique de la sauvegarde. Donc il a pris de la codéine. Avec l'alcool, ça a dû faire un mélange détonnant, quoi. D'accord. Le mystère s'éclaircit. Et le lendemain matin, Lionel va avoir confirmation grâce aux analyses sanguines. Oui. Elle montre la présence de stupéfiants dans le corps de Nicolas. Il y en a beaucoup. Des traces. Donc ça veut dire soit qu'il n'en a pas pris beaucoup, soit ça fait déjà quelques jours qu'il en a pris. Il suffit peut-être juste qu'il reste 2-3 jours à l'hôpital, qu'il élimine ses produits, ses stupéfiants, là, et puis voir comment il est sans. Plusieurs heures après son arrivée, le comportement de Nicolas paraît déjà plus adapté. Lionel est lui-même étonné. Le type, il est tout calme, j'ai l'impression qu'il a passé une nuit dans un hôtel de luxe. Ça le terrorise pas. Ça vous va? Impeccable, c'est le mec du restaurant. Non ben voilà, je le disais il y a 2 minutes, dis donc. Nicolas va passer une semaine dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, il se reconstruit peu à peu. Une bonne nouvelle et une victoire de plus pour l'infirmier. J'aime pas les savoir malades, voilà. Bon, après, c'est mon moyen défensif de m'en sortir. J'aime pas... je sais reconnaître la maladie, mais des fois, non, on n'a pas envie qu'il soit malade. Perte d'emploi, divorce, précarité. Avec la crise et les difficultés économiques, ces accidents de la vie n'ont jamais été aussi nombreux. Et aujourd'hui,
consulter aux urgences psychiatriques pour ces troubles psychiques n'est plus un tabou. Alors dans les établissements, la demande de soins explose et les services d'urgence sont en surchauffe. Ce soir, au Vinatier, Jérôme va une fois de plus vivre une nuit sous haute tension. Disons que je cours un petit peu, j'aime bien, je suis fait pour les urgences. Il est un peu plus de 20 heures. Plusieurs patients agités viennent d'être amenés par les pompiers. Avec ses collègues, l'infirmier doit les contenir dans les 3 chambres d'isolement du service. Mais cette fois encore, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Il faut que j'aille chercher les contentions. En catastrophe, Jérôme doit improviser et aménager à contre-cœur une chambre simple au fond d'un couloir. Cela peut paraître anodin, mais les répercussions pour le patient sont énormes. Quand les patients sont attachés, ils devraient normalement pouvoir nous appeler s'ils ont un problème. Sauf que malheureusement, vu que c'est une chambre simple, il n'y a pas de sonnette au lit. La sonnette, elle est ici. Sauf que quand on est attaché, c'est pas possible. C'est terrible et tellement traumatique pour les patients. Tous les matins, mais ils sont dans leur urine, tout simplement. Et ils s'excusent, ils sont vraiment profondément honteux. Et ils pensent que c'est de leur faute. Et non, c'est vraiment dur. Plus que le bien-être du patient, ce qui révolte Jérôme, c'est la sécurité. En chambre d'isolement, les meubles sont scellés, ce qui n'est pas le cas ici. Un risque considérable pour les malades en crise suicidaire qui ne manquent pas d'imagination. Il pourrait prendre le matelas, l'éventrer et puis s'en servir pour se pendre. Il pourrait tout simplement, auprès de la fenêtre, arracher les gonds et puis s'en servir pour se trancher les veines. Ici, j'ai une patiente qui s'est étranglée, du coup, qui a réussi. Ce jour-là, heureusement, Jérôme est arrivé à temps. La chambre est prête. Avec ses collègues, l'infirmier peut faire entrer son patient. On va vous contenir sur le lit. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous sur le lit. Mais dans cette pièce inadaptée et dangereuse, Jérôme a l'impression de le maltraiter. Une situation qu'il a de plus en plus de mal à supporter. Je trouve que c'est pas humain ce que je fais, sur beaucoup de points. Et pourtant, j'essaie de faire au mieux. Hein. Littéralement, je me défonce pour mon taf. Hein. J'aime bien ce que je fais, mais moi, j'accepterais pas d'être hospitalisé comme ça. Si j'étais en souffrance, j'aimerais pas qu'on fasse ce que je fais aujourd'hui. Aux heures de forte affluence, c'est le système D qui prime. Ce soir, d'ailleurs, dans les couloirs, l'équipe a dû installer un lit d'appoint pour un patient plus calme. Mais quand on souffre d'angoisse et d'insomnie, difficile de fermer l'œil dans ces conditions. Des patients qui ne dorment pas, c'est un symptôme. Mais aujourd'hui, s'ils ne dorment pas, c'est peut-être pas un symptôme, c'est à cause du service. Pas le temps de s'attendrir. Examen, entretien, transfert de patients. Jérôme a du pain sur la planche. Il va continuer à un rythme effréné jusqu'au petit matin. La nuit a été longue, là ? Ouais, là, j'ai envie de dormir, là. Mais aujourd'hui, il termine sa garde avec un mélange de joie et d'amertume, car il a pris une décision radicale. Après 2 ans passés aux urgences, Jérôme a donné sa démission. Les urgences psychiatriques sont quand même un service qui c'est pas anodin comme service. C'est difficile d'en faire toute une carrière et je pense qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop avant de s'épuiser physiquement et moralement. L'infirmier quitte son établissement le cœur serré, mais heureux de tourner la page. En France, dans la psychiatrie publique, 800 postes seraient aujourd'hui vacants. Et ce mal-être, Jérôme n'est pas le seul à le ressentir. Dans tout le pays, les mouvements de grève se multiplient, avec toujours la même revendication. Plus de moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Il faut dire que depuis 50 ans, la psychiatrie vit une petite révolution. La plupart des établissements ont fermé des lits avec un mot d'ordre.
sortir les malades de l'hôpital pour les soigner à l'extérieur, chez eux ou dans des structures ouvertes. Mais aujourd'hui, par manque de moyens, certains malades se retrouvent avec un pied en dehors du système de soins. À l'hôpital Édouard Herriot, Juliette, l'infirmière, le constate tous les jours. Tu passes par là? Allez-y. Vous passez par là et puis j'arrive. Ce soir, un patient qu'elle connaît bien. Kylian, 20 ans, souffre de schizophrénie. Ah si. Et il revient régulièrement car dehors, il est un peu livré à lui-même. C'est des plus petites. Cette fois, il a tenté de se jeter sur les rails du métro. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais me jeter sur le rail? Vous aviez réfléchi avant ou pas? Non. C'était J'avais trop ces idées, mes voix que j'entendais. Il y a les voix en ce moment? Ouais. C'est des voix qui disent quoi? Qui disent suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi. Kylian est sous traitement depuis l'âge de 13 ans et ses idées suicidaires ne datent pas d'hier. Mais ce soir, il affirme qu'elles sont plus fortes et il aimerait être hospitalisé. Juliette doit déterminer s'il est réellement capable de passer à l'acte. Ce soir, là, vous aimeriez qu'on fasse quoi pour vous aider? Je sais pas. Je peux plus vivre ça. Ouais. Faut que vous me donnez un médicament très spécial pour les tentatives de suicide. Ah. Le médicament magique, là, non. Avant qu'il ne soit vu par un médecin, l'infirmière décide d'appeler l'hôpital où il se rend habituellement pour savoir s'il a récemment fait d'autres tentatives. Mais elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. C'est au sujet de monsieur. Oh non. C'est moi. On se calme, on se calme. Pour l'instant, il est chez moi. Concrètement, il n'y a pas beaucoup de services qui le veulent. D'accord. En fait, il y a un service sous la menace de mort et l'autre service sous la castagnée des infirmières. Ah, super, ça limite. Ok. Et le troisième service est complet. Ok. Super. Donc en fait, on est bloqué là pour ce monsieur. Bon courage. Toi aussi. Merci. Eh bien, super. Juliette préfère en rire, car elle se retrouve sans solution. Kylian a en fait été hospitalisé à plusieurs reprises et il s'est montré violent à l'égard du personnel soignant. Des plaintes ont même été déposées contre lui. Alors, à moins d'un péril imminent, pas de place pour lui à l'hôpital. Là, la plus compliquée, c'est ce qu'ils s'inscrivent dans rien. Qu'on n'arrive pas à le mettre dans le circuit d'avoir des soins parce que, après, des patients qui sont agressifs à des moments, il y en a et ça peut se gérer, mais des patients comme ça qui ne s'inscrivent pas dans les soins, il y en a plein et c'est compliqué à gérer. Et puis, du coup, ils sont un peu gérés par petits bouts sur l'urgence comme ça et on va faire du colmatage qui va... Voilà. Après un rapide entretien avec un médecin, Kylian devra repartir chez lui, seul avec ses angoisses. Il habite à 10 km de l'hôpital, dans une chambre d'hôtel payée grâce à une allocation de l'État. Environ 10 mètres carrés, dans lesquels il entasse tous ses effets personnels. Sac de... où là, tous mes affaires, radiateur, chaussures et affaires. Coupé de sa famille, il ne travaille pas. Ses journées, il les passe à écouter de la musique ou regarder la télévision. Et c'est la seule que je connais par cœur. Et 3 fois par jour, il doit prendre un traitement, une dizaine de cachets qui l'aident à réguler et gérer ses émotions. Pour ma dépression et pour les tentatives de suicide, les trucs comme ça. Et pour mon maladie psychique, ça m'aide beaucoup. Vous avez moins de voix avec vos médicaments? Oui, ça les fait partir. Mes voix, elles arrivent dans la tête. Elles me disent de faire plein de choses. Et les choses que j'ai pas envie de faire, ils m'obligent. Ils m'obligent à passer à l'acte. C'est une voix d'homme ou une voix de femme? La voix du Satan.
Chaque jour, un infirmier lui rend visite pour vérifier s'il prend bien ses médicaments. Mais Kylian le confesse lui-même, il ne lui ouvre pas toujours la porte. Et parfois, il n'est tout simplement pas chez lui. Ses boîtes de médicaments à moitié pleines en témoignent. Je vois que vous ne les avez pas pris tous les jours. J'ai oublié aujourd'hui. À chaque fois le même scénario. Sans son traitement, ses voix ressurgissent. Et Kylian se retrouve aux urgences. Ce soir encore, il est de retour. Il y restera un peu moins d'1 heure. Inlassablement, il répète le même schéma. Dans son malheur, Kylian a tout de même un peu d'espoir car il a un toit. Ce n'est pas le cas de tous les patients. Leur maladie les conduit souvent à la rue. Aux urgences, Juliette voit passer de plus en plus de SDF. Comme cet homme d'une 60aine d'années qui porte une couche. Il est schizophrène et alcoolique. Bonsoir, on vient voir comment vous allez. Fatigué. Fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est bon. À Lyon, il est bien connu. C'est même une petite célébrité. Mais ses faits d'armes ne sont pas glorieux. Il coûte en fait une petite fortune au transport en commun de la ville, car il a pris l'habitude de faire ses besoins dans le tramway, devant tout le monde. Les journaux locaux en ont même fait leur gros titre. Évacuation des rames, retard sur les lignes, nettoyage, les dégâts se chiffrent à plus de 250 000 € par an. Et personne ne sait comment l'en empêcher, pas même les policiers. Quand ils l'arrêtent, ils le ramènent généralement aux urgences psychiatriques. Je crois qu'un des problèmes principaux, c'est que vous avez déféqué dans les transports en commun. Hein? Non. Non. C'est pas ça. Ah bon. Vous faites pas ça? Non. Ah. Du moins, c'est pour ça qu'on vous a amené. Après, je ne sais pas effectivement ce qu'il en est, mais... Il y a quand même eu la police qui est venue. Je me rappelle pas. D'accord. Vous aviez consommé de l'alcool? Non. Non? Ok. Comment ça va dans la tête? Bah oui. Bah ouais? Oh non. Drôle de question. Drôle de question. L'homme est un peu hargneux mais pas agressif et il n'a pas fait de crise depuis longtemps. Une fois par mois, il reçoit son traitement en injection à l'hôpital. Il peut alors y rester 1 semaine. Mais en dehors de ce laps de temps, l'établissement ne veut pas de lui. Juliette tente tout de même sa chance. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Je vous appelais pour avoir des infos sur monsieur... Parce que là, en fait, nous, on a la police, les pompiers, tout le monde est épuisé. L'infirmière croise les doigts sans trop d'espoir, car face à ce problème récurrent, un comité de psychiatres et d'infirmiers a récemment tranché. Ma collègue, elle me parlait qu'il y avait eu un comité d'éthique pour lui. T'as trace de ça ou pas? Je suis en train de regarder. Ah voilà, nous nous interrogeons sur le bien fondé d'une privation de liberté. Dans tous les cas, il est évident qu'un service d'entrée n'a pas vocation à fournir un hébergement au long cours et que nous n'avons pas à contraindre monsieur à rester contre son gré en l'absence de décompensation aiguë. Ok, c'est top. Merci. En clair, pas de place en psychiatrie pour ce patient, sauf en cas de crise. Juliette n'a pas le choix, elle va devoir le mettre dehors. C'est horrible de le dire, mais en même temps, je fais avec ce qu'on me donne et je vais pas les accueillir dans mon salon pour passer la nuit, donc je peux pas faire mieux que ce que j'ai à proposer. C'est horrible parce qu'on a des jeunes SDF qui sont tout jeunes dans la rue et qu'on a... que l'infirmière a très envie de sauver, mais je peux pas porter ça et rentrer chez moi en me disant que je suis horrible parce que je leur donne pas un repas et que je les ai pas gardés sur un brancard. Sinon, c'est moi qui finis en larmes tous les matins quand je rentre chez moi. Cette nuit, exceptionnellement, une petite entorse au règlement. Les urgences sont calmes. Le patient va pouvoir dormir ici. Je vous mets le kit d'affaires propres dessous, hein. Mais au petit matin, il retrouvera la rue et le tramway. En France,
un tiers des SDF souffrirait de troubles psychiatriques. À Lyon, quelques établissements adaptés ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps, mais ils sont rares. Alors pour ces malades psychiatriques à la rue, les urgences sont un refuge où trouver des soins et un peu de réconfort.